Je vais vous assurer un cours aujourd'hui sur les infections à staphylocoque. Les infections à staphylocoque, autrefois, étaient très fréquentes. Il est certes que ces deux dernières années, leur nombre a nettement diminué, mais néanmoins, elles continuent à être présentes dans notre quotidien de travail. Ce sont des infections qui sont caractérisées par leur importance, leur gravité et l'émaillement des résistances auxquelles nous sommes confrontés ces dernières années. Nous continuons à en parler. Pourquoi? Nous continuons à en parler parce que autrefois nous étions confrontés à des infections d'origine communautaire qui étaient encore sensibles à la méticilline, c'est-à-dire à l'oxacilline. Mais ces dernières décennies, nous sommes plutôt confrontés à des infections d'origine communautaire avec résistance à la méticilline. C'est ce qui fait toute la gravité de cette infection et de surcroît, c'est l'émaillement des résistances aux armes thérapeutiques. Nous allons vous demander donc de reconnaître ce que c'est un sepsis, d'en connaître la définition, ce que c'est une infection à staphylocoque, pourquoi on dit infection à staphylocoque, en quoi réside sa gravité. Certes, elle est liée aux facteurs de risque qui vous prédisposent à faire ce type d'infection. L'agent qui en est responsable, on le trouve où? Quel est son réservoir? Sur quel mode ils peuvent se transmettre? Et quels sont ses points de départ, c'est-à-dire les possibilités de porte d'entrée? Celles-ci doivent être toujours recherchées parce qu'elles peuvent être d'un apport conséquent dans la prise en charge de nos malades. Différents tableaux cliniques peuvent être générés par cet agent, ce staphylocoque. Donc, il y a une myriade de facettes cliniques, il faut les connaître. Quels sont les moyens de diagnostic? Bien sûr, les moyens de diagnostic sont multiples avec l'avènement des méthodes de diagnostic, mais restent les hémocultures, demeure l'examen le plus fréquent et le plus consignant pour en poser le diagnostic. Différentes armes thérapeutiques antistaphylococciques existent, il faut les connaître, et en fonction des localisations, celles-ci vont être modifiées, surtout en ce qui concerne leur durée d'administration. Nous allons finir ce cours avec un cas clinique. Ce sont des infections très fréquentes qu'on peut voir à tout âge. Les âges extrêmes en payent un lourd tribut, et maintenant les terrains immunodéprimés. Elles sont ubiquitaires parce qu'elles sont présentes partout. Elles sont présentes sur les surfaces, sur revêtements cutanés, dans l'eau, dans l'air, au niveau des aliments. Et ce qui fait leur gravité, c'est qu'elles peuvent avoir différentes portes d'entrée, et certaines d'entre elles conditionnent le pronostic à type des portes d'entrée cutanées, des portes d'entrée iatrogènes ou génitales. Un deuxième élément est important qui conditionne leur gravité sur leur point de départ, c'est-à-dire quand elles sont d'origine communautaire ou quand elles sont d'origine nosocomiale. Et le troisième élément qui fait que ce sont des infections qui gardent toute leur importance dans leur renseignement, c'est que ces dernières années, avec l'avènement des antibiotiques, nous sommes confrontés à une résistance de cet agent à différentes armes thérapeutiques. Elles demeurent de véritables urgences médicales dans leur prise en charge. La double antibiothérapie est de règle et souvent on peut recourir à un geste chirurgical dans leur prise en charge. Il faut savoir que le staph est un agent qui est présent. C'est un agent commensal qui colonise le nasopharynx et la peau dès la naissance. Ce sont des germes qui sont fréquents et qui se présentent sous des groupes. Deux groupes à risque, c'est le staph aureus et le staph à coagulase négatif. Le staph aureus peut se voir chez les sujets sains, quel que soit l'âge, l'enfant, le sujet âgé. Ils peuvent être d'origine aussi bien communautaire, c'est dans ce cas que nous sommes confrontés à des staphs métissensibles, c'est un plus, mais ils peuvent être d'origine nosocomiale, et là, c'est la résistance à la méticilline. C'est surtout quand ce sont des infections qui se contractent dans des services de réanimation ou dans des services de chirurgie. Maintenant, ces dernières décennies, nous sommes confrontés à des staph aureus métis, résistants d'origine communautaire, ce qui fait toute la gravité. Pourquoi d'origine communautaire? Ce sont des personnes qui vont venir de chez soi avec déjà des germes résistants. Et différentes causes, elles vont être discutées au cours de ce cours. Quant au staph à coagulase négatif, ils sont à l'origine des infections qui sont liées aux soins.
c'est dire d'origine nosocomiale. Elles se font à partir d'un matériel qui a été utilisé, des catheters veineux. Elles se voient sur les terrains d'immunodépression et ce sont des infections multirésistantes. Sur le plan épidémiologique, cet agent causal, qui est le staphylocoque, est un coccigramme positif. Parfois, il est encapsulé. Quand il est encapsulé, c'est-à-dire il est enfermé, il est très résistant, ce qui fait qu'on peut le trouver partout. Et il n'est pas exigeant pour se développer. Il peut être présent sous cet aspect sphérique, immobile. Il peut être isolé ou bien organisé en amas, en diplocoque, en chaînette ou en groupe, cet aspect de grappe de raisin. Deux types. Il y a les staphes à coagulase positif et les staphes à coagulase négatif. Pour le staph à coagulase positif, ce sont surtout les staphes dorés, c'est le Staphylococcus aureus. Ils sont dorés, ils ont réellement cet aspect. Et pour le staph à coagulase négatif, retenez qu'ils ont cet aspect blanchâtre. C'est surtout deux que l'on retrouve le plus fréquemment. C'est le staph epidermidis et le staph saprophyticus. Pour le staph à coagulase négatif, ils sont caractérisés aussi bien par leur virulence que leur résistance à la méticilline. Leur virulence parce qu'ils sont souvent responsables d'infections communautaires qui étaient sensibles à la méticilline, mais qu'actuellement, nous sommes confrontés à des staphs d'origine communautaire, mais méti-résistants à la méticilline. Et on parle de staph à coagulase positif résistant à la méticilline, surtout au décours des infections liées aux soins. Pour le staph à coagulase positif et le staph à coagulase négatif, on peut les trouver les deux dans le cas des infections liées aux soins. Et dans ces cas, bien sûr, nous ne le redirons jamais assez, ce sont des staphs à résistance à la méticilline. Le réservoir est multiple. C'est pour ça qu'on dit il est ubiquitaire. Ils peuvent se trouver aussi bien sur les surfaces, dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, partout sur le revêtement cutané, d'où le terme ubiquitaire, l'homme malade, symptomatique ou le porteur synchronique. Il est synchronique, pourquoi? Parce qu'il porte ce staph en lui, mais il ne développe pas l'infection, mais il y a un risque de le transmettre. Donc, il devient un danger pour autrui. Il est porteur de ce staph au niveau du revêtement cutané, au niveau des fosses nasales, au niveau du tube digestif, ou au niveau des annexes glandulaires, aisselles et pyrénées. La transmission, bien sûr, elle est interhumaine et en milieu hospitalier. Elle est interhumaine par voie directe. Surtout, manuporter, c'est les mains sales, d'où l'intérêt des mesures d'hygiène. Et rarement, elle est indirecte, c'est-à-dire à partir des objets souillés, le matériel, le vêtement ou la literie, ainsi qu'au décours des tiaques, c'est-à-dire les mains sales qui transmettent, en manipulant des aliments, une toxi-infection alimentaire contagieuse. En milieu hospitalier, la transmission est strictement manuportée par le personnel de santé, d'où l'intérêt, quand on examine un malade, de toujours se laver les mains après examen du malade. Avant et après, c'est très important. Et ne pas se laver les mains ou oublier d'enlever la paire de gants et de changer de paire de gants entre deux malades. Ce sont aussi bien des infections communautaires que des infections nosocomiales. Mais il y a une nette différence de part qu'elles soient communautaires ou nosocomiales. Il faut juste savoir que actuellement nous sommes confrontés aux infections communautaires méti-résistantes. Il faut savoir également que ce sont des infections à capacité, que ce sont des germes à capacité d'adaptation en milieu extérieur, avec une apparition fréquente de résistance en milieu hospitalier. Et depuis une décennie, ce sont les infections d'origine communautaire qui présentent ces résistances. Les portes d'entrée sont multiples. Elles peuvent être communautaires et elles peuvent être iatrogènes. Quand elles sont communautaires, elles sont à point de départ cutané, c'est-à-dire une plaie, une excoriation. Elles peuvent être d'origine également communautaire, mais à point de départ ORL, dentaire, urinaire ou utérine. Quand elles sont iatrogènes, c'est à partir d'un cathé, d'une prothèse, au décours d'une chirurgie, et elles sont souvent à l'origine d'un staph aureus résistant à la méticilline. Ces portes d'entrée, leur présence est un plus. Il faut s'acharner au décours de la prise en charge de toute infection
à staphylocoque de rechercher le point de départ. Le point de départ est important parce que déjà il va m'orienter vers l'origine, il m'oriente vers l'agent causal. On peut parler de staph. Elles vont me permettre peut-être ces portes d'entrée, ce point de départ, d'être le siège d'un prélèvement, donc d'étoffer et d'étayer mon orientation diagnostique, ainsi d'asseoir plus précocement le diagnostic, parce que parfois les hémocs ou les autres examens peuvent être négatifs. Le terrain, elle se voit surtout ces infections aux âges extrêmes, c'est-à-dire le nourrisson et le vieillard. Mais les terrains immunodéprimés et la femme enceinte également, au décours d'un avortement en absence de conditions d'asepsie rigoureuse, en cas d'un accouchement septique, en cas d'infection bactérienne à répétition, avec des examens gynécologiques sans port de gants, elles peuvent être à l'origine d'infections à staph à point de départ gynécologique chez les femmes. Chez le vieillard, c'est quand il est porteur d'un adénome de la prostate ou d'une infection pulmonaire. Celles-ci peuvent être d'origine staphylococcique. Elles vont conditionner le pronostic. Chez le nourrisson, c'est souvent un point de départ ORL ou urinaire qui peut être à l'origine de ces infections à staph. Ce germe, il a une caractéristique. Ce staph, cet agent causal, a des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est qu'il a une capacité élevée de sécrétion de toxines et d'enzymes. Celles-ci peuvent être multiples. Ça peut être des coagulases, des protéases, des lipases, des hyaluronidases, des bêta-lactamases, des toxines exfoliatives, des entérotoxines et une leucocidine. Et comment va se faire cette diffusion de ces enzymes dans le courant circulatoire? Alors, sur le plan physiopathologique, le point de départ, nous prendrons comme exemple un point de départ, une porte d'entrée cutanée. À ce niveau, il va y avoir une production et une présence de différents facteurs de virulence. Ça peut être des agents pariétaux, des exotoxines ou des enzymes coagulases. Ces enzymes coagulases, c'est surtout elles qui vont intervenir dans le développement et l'expression de l'infection. Comment elles vont intervenir et développer avec une expression clinique de cette infection? Il faut savoir que la coagulase, elle induit la formation de microthrombie au niveau des vaisseaux septiques. Et cela au niveau de la porte d'entrée, qui peuvent, alors, ces microthrombes vont se fragmenter sous l'effet d'une fibrinolysine et favoriser la dissémination de l'infection. Comment elles vont la favoriser? Par un essaimage par voie sanguine à partir de foyers infectieux primitifs de métastases septiques. Et c'est là toute la gravité, parce qu'il y a des localisations, de par la présence de ce germe au niveau de ces localisations, elles vont conditionner le pronostic qui ne sera que péjoratif. Ainsi, ils vont aller se localiser au niveau de l'endocarde, être à l'origine d'une endocardite, au niveau des os, être à l'origine d'une ostéomyélite, au niveau des poumons, voire être à l'origine de pneumopathie, d'abcès, au niveau des plèvres, être à l'origine également de pleurésie, et au niveau musculaire, de myosite. C'est très important et c'est ainsi que se fait l'essaimage sur le point et la constitution d'une infection à staph. Comment vont être les tableaux cliniques? Ils vont être multiples, mais ils auront tous un point de départ. Il peut être de type cutané, il peut être de type génital, il peut être de type urinaire ou autre. Mais cette porte d'entrée, elle doit être toujours recherchée. Ce n'est pas toujours qu'elle est présente. Et quand elle est présente, je vous l'ai dit, elle est un plus au diagnostic. On va alors être confronté à 3 tableaux cliniques différents. Ça peut être un tableau de staphylococcie cutanéo-muqueuse ou un tableau de bactériémie staphylococcinée ou un tableau de staphylococcie maligne de la face. Quel que soit le tableau clinique auquel nous sommes confrontés, il y a un risque de localisation métastatique, c'est-à-dire un essaimage de ces toxines qui vont aller se localiser au niveau d'autres organes et être à l'origine de complications qui peuvent conditionner le pronostic. Nous allons commencer par le premier tableau clinique auquel nous sommes confrontés, c'est les tableaux de staphylococcie cutanéo-muqueuse.
Alors, ça peut être un tableau d'un impétigo ou bien d'une staphylococcie du follicule pilosébacé, c'est-à-dire une folliculite aiguë superficielle, voire un furoncle, un anthrax ou un orgelet, ou carrément un tableau de staphylococcie du tissu cellulaire sous-cutané. Pour l'impétigo, le tout va commencer au niveau d'une petite lésion bulleuse. Elles sont en nombre variable. Elles vont se retrouver et se conditionner en amas. Elles seront d'âges différents. Regardez, les tailles sont différentes et d'âges différents. Elles auront au départ un contenu qui est d'aspect clair et elles vont reposer sur une base inflammatoire, comme vous le voyez. Puis, elles vont être caractérisées par leur contenu qui va se troubler en quelques heures. Quand ce contenu va se troubler en quelques heures, si on manipule, si on tripote, si on gratte, la bulle va se dessécher pour donner une croûte de cet aspect jaunâtre, millicérique, très prurigineuse, d'où on va toucher et essaimer ce stade sur le reste du corps. Le siège volontiers de ces impétigos, c'est la face et au niveau des membres. Ainsi, l'impétigo est une dermatose bulleuse. Elle est auto- et hétéro-inoculable, très contagieuse, touchant souvent les enfants. On peut être confronté à une staphylococcie du follicule pilosébacé. C'est des folliculites aiguës superficielles. Regardez, c'est à la base d'un poil qu'il va y avoir une petite infection qui va se concrétiser. Regardez, elle va être profonde, avec une nécrose du follicule pileux. On peut avoir différentes lésions à type de furonculose. On peut avoir ces différents furoncles peuvent se mettre en amas, c'est ce qu'on appelle un conglomérat de furoncles, et ils vont être à l'origine, bien sûr, d'un risque d'anthrax. Nous allons avoir au niveau de la base d'un cil une infection qui se constitue et ça sera un furoncle ciliaire, ce que nous appelons plus communément un orgelet. Pour la staphylococcie du tissu cellulaire sous-cutané, ça peut être ce que nous appelons plus communément un panari, mais c'est plutôt un onyxis ou un périonyxis. C'est une inoculation accidentelle de la pulpe du doigt avec une évolution de l'infection vers la gaine des fléchisseurs, donc un phlegmon de la gaine des fléchisseurs. La douleur, elle est intense, elle est pulsative, très fébrile. Parfois, elles peuvent être même à l'origine d'un point de départ d'une atteinte osseuse des petites phalanges. On parlera d'un risque d'ostéolyse. On peut avoir une infection qui va se collecter, ça sera un tableau d'un abcès, ou carrément des tableaux de dermohypodermite bactérienne non nécrosante à staph. C'est faisable, c'est déjà vu. Maintenant, pour les staphylococcies des canaux glandulaires, on peut avoir une atteinte au niveau des aisselles, on peut avoir une atteinte au niveau des glandes glandulaires, on peut avoir une atteinte au niveau des muqueuses, c'est le véritable tableau de cellulite faciale, donc ça fera une staphylococcie possible de la face, mais bien sûr il y aura toujours un point d'entrée à rechercher, mais quand c'est une muqueuse, il faudra rechercher une perlèche ou bien une lésion au niveau de la muqueuse jugale. On peut être confronté à un syndrome de Lyell, heureusement que c'est rare. L'étiologie, on l'appelle plus communément le syndrome des enfants ébouillantés, parce qu'on a l'impression qu'on perd le premier revêtement cutané, on a une desquamation. Le fait de laisser comme ça à nu le derme peut être à l'origine de surinfection, comme le staph est un germe, ça profite du revêtement cutané, donc il y a un risque de surinfection.